Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire, mais pas n'importe laquelle, celle de la langue française à travers le monde. Et je vous préviens, c'est une histoire qui risque de bousculer pas mal d'idées reçues. On a souvent cette image du français comme une langue très européenne, mais en réalité, son centre de gravité, il a complètement bougé. L'avenir du français, aujourd'hui, il se dessine vraiment, vraiment loin de Paris. Allez, pour bien commencer, je lance un petit défi. Si je demande, comme ça, à brûle-pourpoint, quelle est la plus grande ville francophone du monde? Attention, je parle bien au nombre d'habitants. Spontanément, on pense à quoi? Paris, évidemment. Peut-être Montréal ou alors Bruxelles. Eh bien, accrochez-vous bien parce que la réponse, elle est tout sauf évidente. Et non, ce n'est pas Paris. La plus grande ville où l'on parle français dans le monde, c'est Kinshasa. Oui, oui, la capitale de la République démocratique du Congo. Sa population métropolitaine dépasse et de loin celle de Paris. C'est juste énorme. Kinshasa est devenu en fait le véritable cœur démographique du monde francophone. Et rien que ce fait-là, ça change absolument toute la perspective. Ça nous force à regarder bien au-delà de nos frontières européennes pour vraiment saisir ce qu'est le français aujourd'hui. Alors la question c'est comment on en est arrivé là. Pour le comprendre, on va dérouler le fil ensemble. D'abord, on va s'intéresser à ce nouveau centre de gravité. Puis, on remontera le temps pour parler de la mission linguistique de l'Empire colonial. Ensuite, on reviendra à aujourd'hui pour cartographier ce monde francophone si divers. Après ça, on verra une tension intéressante entre le besoin de protéger la langue et celui de la décoloniser. Et enfin, on se posera la question, la francophonie, c'est quoi au juste? Unité ou héritage? C'est parti. On commence donc avec notre premier point, ce nouveau centre de gravité. La question est simple, mais la réponse est complexe. Comment une ville en plein cœur de l'Afrique centrale a-t-elle pu devenir l'épicentre du monde francophone? Pour ça, il faut faire un petit voyage dans le passé. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la mission linguistique de l'Empire. Parce que, soyons clairs, l'expansion du français dans le monde, ce n'est pas du tout un hasard. C'est le résultat direct, la conséquence d'un projet politique bien précis, l'Empire colonial français. Et dans ce projet, la langue n'était pas un détail, c'était un véritable outil de pouvoir et de conquête. Et cet empire, il a duré des siècles. Pour simplifier, on parle souvent d'un premier empire avant le 19e siècle, puis d'un second qui a vraiment démarré avec la conquête de l'Algérie en 1830. À son sommet, dans les années 20, c'était le deuxième plus grand empire de la planète. Et c'est cet immense territoire qui a servi de véritable autoroute pour diffuser la langue française, que ce soit en Afrique, en Asie ou même aux Amériques. Alors, pour bien comprendre comment ça s'est passé, il y a un concept clé, la fameuse mission civilisatrice. C'était en quelque sorte la justification idéologique de la colonisation. L'idée, c'était que la France avait un devoir, une mission, celle d'apporter sa civilisation, sa culture, son progrès au peuple qu'elle colonisait. Et les deux outils principaux de cette mission, c'était quoi? C'était la langue française et l'école. On les voyait vraiment comme les moteurs de l'assimilation. Et ça, ce n'est pas juste une théorie. Michel Vandevielle de l'Université de Dakar le résume très bien. Il dit: les Français ont pris des mesures considérables pour assurer l'imposition de la culture occidentale au Sénégal. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système scolaire colonial a été pensé, construit pour imposer le français. Le français, ce n'était pas juste une matière qu'on apprenait à l'école, non, non. C'était la langue dans laquelle tout était enseigné, la langue de l'administration, la clé de la réussite sociale. Et forcément, ça a eu un effet direct. Ça a mis de côté, ça a marginalisé toutes les langues locales. Bon, maintenant, retour vers le futur. On arrive à notre troisième partie, cartographier le monde francophone aujourd'hui. Parce que l'empire colonial, c'est fini, mais la langue française, elle, est bien restée. Sauf qu'elle n'est plus la même. Elle s'est adaptée, transformée, et aujourd'hui, on a un paysage super complexe, avec plusieurs villes qui se disputent en quelque sorte le titre de capitale culturelle. Et pour s'en rendre compte, il suffit de regarder un chiffre. Un seul. 320 millions. C'est le nombre de personnes qui parlent français en Afrique, réparties dans 34 pays. C'est juste colossal. Ce chiffre, il confirme de manière spectaculaire ce dont on parlait au début, ce fameux centre de gravité qui s'est déplacé vers le sud. On peut vraiment le dire aujourd'hui, le français est tout autant une langue africaine qu'une langue européenne. Du coup, ça nous ramène à notre question du début sur la capitale. Ok, Kinshasa gagne la bataille du nombre. Mais pour le reste, le débat est complètement ouvert. Parce que, selon le critère qu'on choisit, tout change. Est-ce qu'on parle d'histoire, de culture, d'influence? Et là, on a plusieurs prétendants qui entrent en scène. Paris, bien sûr, mais aussi Montréal, Dakar ou encore Bruxelles. Chacune a de solides arguments à faire valoir.
C'est un vrai casse-tête. Regardez, Kinshasa, on l'a dit, c'est la plus grande en population, mais certains diront que sa production culturelle ne s'exporte pas assez dans le monde. Dakar, c'est un pôle intellectuel et culturel majeur depuis des décennies, mais elle est bien plus petite que Kinshasa. Montréal, au Canada, c'est une véritable usine à produire de la culture francophone, mais la ville est très anglophone aussi, elle n'est pas à 100% francophone. Et puis il y a Paris, le centre historique traditionnel, mais qui n'est plus le plus peuplé. Bref, on le voit bien, il n'y a pas une seule bonne réponse. Tout dépend vraiment de ce qu'on considère le plus important. Allez, on attaque la 4e partie. Et là, on entre dans le vif du sujet. Une langue à protéger et à décoloniser. Ça peut paraître paradoxal, mais le français est aujourd'hui au centre de 2 combats modernes qui vont dans des directions complètement opposées. D'un côté, il faut la protéger. De l'autre, il faut se libérer de son héritage. Alors, pour que ce soit bien clair, voilà les 2 dynamiques. D'un côté, on a ce qu'on appelle la protection. Là, le but, c'est de défendre le français face à une autre langue qui prend beaucoup de place. Le plus souvent, c'est l'anglais. Et de l'autre côté, on a la décolonisation. Là, le but est complètement différent. Il s'agit de redonner de la place, de la valeur aux langues locales, celles que le français a écrasées pendant la période coloniale. On a donc 2 contextes et 2 combats qui n'ont vraiment rien à voir. Pour le côté protection, l'exemple le plus connu, c'est bien sûr le Québec. Avec sa fameuse charte de la langue française, le gouvernement québécois a mis en place tout un arsenal de lois pour s'assurer que le français reste la langue de tous les jours. Par exemple, les entreprises d'une certaine taille doivent prouver qu'elles fonctionnent en français. Elles doivent passer par un programme de francisation. Et dans la rue, sur les panneaux publicitaires, le français doit être nettement prédominant. C'est une vraie politique de résistance pour protéger la langue. Et puis, à l'exact opposé, on a les mouvements de décolonisation linguistique. On peut penser à la Nouvelle-Calédonie, par exemple, où il y a un vrai mouvement pour enseigner les langues kanak à l'école, qui sont plus d'une trentaine. Ou à la Polynésie française, où on essaie de revitaliser le Reo-Maori. Là, l'objectif, ce n'est plus du tout de protéger le français. Au contraire, c'est de faire revivre les langues que le français a étouffées. C'est une manière de dire main, le français n'est pas la seule langue qui mène à la réussite, et de réaffirmer une identité culturelle forte et unique. Et on arrive à notre dernière partie, la francophonie, avec un grand F. C'est l'institution qui est censée unir tout ce monde francophone si différent. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est un vrai pont entre les cultures ou est-ce que c'est simplement un héritage un peu lourd de l'empire colonial ? Alors, officiellement, il y a l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. C'est l'organisation qui représente tous les pays où le français est parlé. Sur le papier, sa mission est très belle. Promouvoir la langue française, bien sûr, mais aussi la coopération politique, économique, éducative entre tous ses membres. Elle se voit comme une grande famille, un espace de solidarité. Sauf que cette vision très officielle, elle est de plus en plus contestée. Et il y a une citation trouvée sur un forum en ligne qui résume ça de manière percutante. Je la lis. La culture francophone africaine est extrêmement riche. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas accès aux produits culturels de Kinshasa qu'ils n'existent pas ou qu'ils ne sont pas cruciaux pour un grand nombre de personnes. C'est d'une force incroyable. Ça pointe directement du doigt le biais qu'on a souvent. Ça met en lumière le fait que toute une partie de la culture francophone, notamment africaine, reste totalement invisible en Occident. Et ça entretient une vision du monde francophone qui est encore et toujours centrée sur l'Europe. Finalement, tout ce parcours nous ramène à la question de fond. Le français aujourd'hui, c'est quoi ? Est-ce que c'est un pont qui relie des cultures et des peuples différents ? Ou est-ce que c'est un vestige, une trace un peu encombrante d'un empire disparu ? La réponse est sans doute un peu des deux. Son histoire, c'est à la fois son plus grand atout et son plus lourd fardeau. Et c'est justement dans cette tension permanente entre passé et avenir que le futur de la langue française est en train de s'écrire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.